Bienvenue à toi dans cette vidéo sur la chaîne Le Jeff. Aujourd'hui, on va faire des Lego. Mais attention, on fait pas n'importe quel Lego. Aujourd'hui, on construit un serveur HPE Proliant Gen 11. Alors, ce kit Lego un peu spécifique était un cadeau, un goodies offert par HPE lors d'un événement qui s'est déroulé à Vienne en Autriche qui s'appelle le Tech Jam. Et c'était un goodies qui était réservé à ceux qui avaient réussi la Master ASE. La Master ASE, c'est une certification HPE, c'est la plus élevée. Il y a d'abord l'ATP, l'ASE, puis enfin la Master ASE, dans diverses disciplines. Et tous les détenteurs d'une certification Master ASE pouvaient récupérer ce goodies spécifique offert par HPE. Alors je n'y étais pas personnellement, mais je remercie infiniment la personne qui a été et qui m'a ramené ce goodies. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir monter ensemble un serveur Proliant en Lego. On va remettre les choses au clair tout de suite. Proliant à la base, c'est pas HPE, c'est Compaq. Les premiers serveurs Proliant sortent dès 1993. Et vers 2000, là ça devient vraiment sérieux, avec les gammes DL et ML. DL, c'est pour les serveurs rack, format tiroir qui vont dans une baie, un petit peu comme un tiroir dans ta commode, sauf que là c'est une armoire avec plein de serveurs. ML, c'est les serveurs au format tour, un peu comme ton PC à côté de ton écran. Ensuite, gros tournant, en 2002, HP fusionne avec Compaq. Et en 2003, on a les premiers Proliant sous la marque HP. À l'époque, c'était la Gen 3. Après ça, HP enchaîne les générations à fond, quasiment tous les 2 ans. Et la génération qui marque vraiment la transition moderne, c'est la Gen 9, sortie en 2014. Elle reste au top jusqu'en 2017. Et c'est là qu'on voit débarquer un truc énorme, SimpliVity. Le produit existe déjà depuis 2013 et HPE le rachète en 2017. C'est l'époque où l'hyperconvergence commence à devenir mainstream. Autre moment clé, 2015, HP se coupe en deux. HP Inc. pour le grand public, on va y trouver les PC, les imprimantes, les écrans, les webcams, les claviers, les souris. Et HPE pour l'infra professionnel, les serveurs, le stockage, le réseau, tout ce qui est autour du data center. Du coup, la Gen 9 au début, c'est marqué HP. Et après 2015, c'est plus HP, c'est HPE. En gros, c'est le même serveur, ils ont juste remplacé le logo. En 2017, la Gen 10 arrive, et elle tient bon jusqu'en 2021, c'est-à-dire 4 ans. Puis une version boostée, la Gen 10 Plus. Et enfin, la Gen 11 sort en 2022. Aujourd'hui, en 2026, on est sur la Gen 11 et la Gen 12 qui arrivent dans la foulée. Je vois que notre serveur commence petit à petit à prendre forme, et là, on voit déjà apparaître la carte mère. Tiens, je te mets une photo pour que tu vois à quoi ça ressemble en vrai. Ce que je commence à installer maintenant, ce sont les emplacements des cartes Riser. C'est ici qu'on va pouvoir ajouter des cartes d'extension, comme par exemple les cartes réseau, des cartes RAID, ou même des cartes graphiques. Oui, tu sais, ce machin vaguement utilisé pour l'IA. À cet endroit, on trouve aussi une puce un peu spéciale, ILO. Alors mon accent anglais étant ce qu'il est, je vais éviter le massacre de l'acronyme, mais en gros, ILO ça veut dire Integrated Light Out. Et cette puce, elle fait énormément de choses dans le serveur. Déjà, elle sert à surveiller la santé du serveur en mode check-up permanent. CPU, RAM, disque, alimentation, si un truc meurt, elle le sait avant toi. Elle gère les températures et les ventilateurs avec un système blindé de capteurs que HPE appelle carrément le Sea of Sensor, la mer des capteurs. Enfin, ILO te permet un truc génial, piloter le serveur à distance via une interface web, comme si tu étais devant la machine. Tu peux l'allumer, l'éteindre, le redémarrer, tu peux ouvrir une console à distance et même monter une ISO pour installer un logiciel ou carrément un système d'exploitation. Autant te dire que l'accès à cette carte ILO doit être sécurisé, et dans certains cas, il doit même être désactivé pour des raisons de sécurité. Par exemple, pour un serveur de stockage de backup. Bon là, le serveur commence vraiment à ressembler à quelque chose. Un gros tas de Lego. Bon, l'avantage de celui-là, au moins, c'est qu'il fera pas le bruit d'un aspirateur Dyson à 3h du mat'. Dans un serveur, c'est un peu comme un PC, il y a 4 éléments importants. Le processeur, la RAM, le stockage, et vous allez me dire la carte graphique, mais non, on n'est pas dans un PC, c'est le réseau. Commençons par les processeurs. Dans un serveur, il peut y avoir de 1 à 4 processeurs à l'intérieur en fonction des modèles. Celui-ci, c'est un DL360 Gen 11. Il peut donc y avoir au maximum 2 processeurs, mais on peut en mettre qu'un seul. Dans sa configuration maximale, il peut avoir jusqu'à 64 cœurs par CPU, soit un total de 128 cœurs. Bon, là j'avoue, ça chauffe un poil.
Et j'aime autant dire qu'avec un tel serveur, tu deviens le meilleur copain de VMware et de Windows. Parlons un petit peu de la RAM maintenant. Alors la RAM, ça se met pas au pif dans un serveur. Souvent, c'est par paire. Et surtout, il faut équilibrer entre les CPU 1 et CPU 2 dans le cas d'une configuration en biprocesseur. Et comme le disait mon tuteur à l'époque lointaine où j'étais étudiant, la RAM, c'est comme les chaussettes. Si t'as pas la paire, ça fonctionne, mais ça fait honte. Bon, parlons un peu du bruit maintenant. Je te disais que ce serveur-là ne ferait pas le bruit d'un Dyson. Bah en fait, un Dyson, même à fond, c'est silencieux à côté d'un serveur, surtout à pleine charge. Il faut dire que les serveurs sont avant tout faits pour être dans un data center, un endroit où le bruit est roi. Mais je te vois, toi, au fond de la salle, avec les étoiles plein les yeux en te disant « Je vais remplacer mon PC gamer par un serveur ». Alors oui, c'est vrai que sur le papier, t'as 64 cœurs, 128 threads. C'est la guerre. Mais en vrai, un serveur, c'est plutôt optimisé pour la stabilité, le multitâche et surtout la virtualisation. Pas pour faire du 300 FPS sur Fortnite. Tu risquerais d'être déçu. Mais après, on sait tous que quand on n'est pas top 1, c'est toujours la faute de l'ordinateur. Autre sujet important, le stockage. Alors dans un serveur, tu peux mettre des disques en SATA, en SAS, du SSD et même du NVMe. Et bien évidemment, tu fais ça en RAID. Il existe plusieurs niveaux de RAID. Et les plus connus sont RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 6. À chaque fois, le principe est le même. On prend plusieurs disques mécaniques ou SSD, c'est toi qui vois, et on les regroupe pour former un seul volume logique. Mais selon le niveau de RAID choisi, on n'obtient pas du tout le même résultat. On peut gagner en performance, en sécurité, ou faire un compromis et même perdre une partie de la capacité. Jetons un œil de plus près. Le RAID 0, c'est les performances maximales, mais c'est la roulette russe. En gros, ça se fait avec deux disques. J'écris mes données sur le disque 1 et sur le disque 2, je les répartis en bandes. Ça va plus vite parce que les deux disques travaillent en parallèle, mais par contre, je perds un disque, et ben je perds tout. C'est très performant, mais il y a zéro sécurité, zéro résilience. Le RAID 1, quant à lui, c'est la sécurité simple. C'est un miroir, je prends toujours deux disques, et j'écris simultanément sur les deux disques la même chose. Ça veut dire que l'un est la copie de l'autre. Par contre, en capacité, j'ai que la moitié. Si j'ai deux disques de 2 Tera, bah j'ai que 2 Tera utilisables. Je perds un disque, et bah j'ai toujours mes données. Le RAID 5, le classique. Bon, le RAID 5 est un petit peu plus technique. Il faut au minimum 3 disques. Mais on peut très bien utiliser une multitude de disques. Quand j'écris une donnée, une partie est écrite sur plusieurs disques, et une autre partie, c'est la fameuse parité, qui permet de reconstruire les données si un disque meurt. Résultat, je peux perdre un disque sans perdre aucune donnée. Et en capacité, je perds l'équivalent d'un disque. Par exemple, si j'ai 4 disques de 1 Tera, j'aurai une capacité théorique de 4 Tera, mais comme je perds l'équivalent d'un disque en parité, je n'ai réellement que 3 Tera. C'est un très bon compromis, mais ça ne tolère qu'une seule panne. Le RAID 6, quant à lui, il me permet de doubler la parité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'utilise 2 blocs de parité au lieu d'un seul. Il faut un minimum de 4 disques, et cette fois-ci, je peux me permettre de perdre 2 disques avant de commencer à perdre de la donnée. Concrètement, si j'ai 6 disques de 1 Tera, je devrais avoir une capacité totale de 6 Tera, mais en RAID 6, je n'ai réellement que 4 Tera, 2 Tera étant réservés aux données de parité. Et ces 2 Tera sont répartis sur l'ensemble des 6 disques. Il n'y a pas un disque qui est dédié à la parité. Bon, on est en train de faire un serveur en Lego. Et mine de rien, Lego, c'est pas juste des briques pour enfants. Lego, ça vient du danois Legot, pas sûr de bien le prononcer. Ça veut dire joue bien. Et franchement, ils ont plutôt réussi leur coup. À la base, Lego, c'est une entreprise qui existait déjà au début des années 30. Et au début, ils faisaient des jouets en bois. Et oui, pas de plastique, pas de briques, pas de licence Star Wars. C'était vraiment une autre époque. Les briques Lego en plastique, elles arrivent dans les années 40-50. Et surtout, ce qui change tout, c'est le moment où Lego invente le système de fixation avec les petits tubes à l'intérieur. Là, les constructions deviennent solides et tu peux empiler sans que ça s'écroule au moindre éternuement. Et après ça, ils ont fait un truc que je trouve génial. Ils ont gardé une compatibilité dans le temps. Et oui, les Lego, c'est rétro-compatible.
Tu peux prendre une brique d'il y a 20 ans, 30 ans, et elle va toujours s'emboîter avec une brique d'aujourd'hui. Lego a failli disparaître au début des années 2000. Ils étaient un peu dispersés, trop de gamme, trop de produits. Mais ils ont recentré tout ça. Et ensuite, ils ont fait l'arme ultime, les licences. Star Wars, Harry Potter, Marvel, et là, c'était terminé, tout le monde a replongé. Les Lego, c'est un jouet pour les petits, mais aussi pour les grands. La preuve. Bref, aujourd'hui, Lego c'est plus juste un jouet, c'est un hobby, un truc de collection, un truc de construction et même un moyen de faire de la déco. Ce qui est l'avenir de ce futur serveur. Et au moins pour le coup, celui-ci, il sera vraiment silencieux et économe en électricité. En 1977, Lego sortit une nouvelle sorte de briques, les Lego Expert Builder. Alors si aujourd'hui ce nom ne te dit rien, c'est parce qu'aujourd'hui on ne les appelle plus comme ça, il s'agit des Lego techniques. Cette série de Lego avait pour ambition de faire des constructions avec des pièces mobiles, des engrenages, des poulies, des moteurs électriques et même des systèmes pneumatiques. Les premiers modèles de Lego techniques sont donc sortis en 1977 et je te propose de faire la liste des premiers kits. Alors le tout premier était le kit 850, il s'agissait d'un chariot élévateur. On peut remarquer sur la boîte qu'il mettait en évidence la crémaillère de direction et le fait d'avoir des roues mobiles. Le modèle suivant, le modèle 851, s'adresse à tous les fans de Farming Simulator. Un véritable tracteur agricole. Là encore, on peut observer sur le packaging qu'ils mettent en avant toutes les petites parties mobiles liées au Lego technique. Le kit suivant, le 852, c'était un hélicoptère de reconnaissance. Alors, il ne volait pas celui-là, Cela dit, les pales étaient mobiles, y compris celle de l'arrière, grâce à un système d'axes qui parcourt le long de l'arrière de l'appareil. Le kit suivant prend un petit peu plus de sportivité. Il s'agit d'un châssis automobile, le 853. Alors, si tu voulais avoir ta voiture complète, il fallait le faire avec tes propres briques Lego. Là, il n'y avait que le châssis. Est arrivé par la suite le kit 870, toujours en 1977. Il s'agissait d'un moteur électrique de 4,5 volts qui permettait de motoriser les constructions. Avec ce moteur est sorti le kit 871 qui était un kit d'engrenages et de diverses poulies afin de pouvoir pousser l'expérience un peu plus loin. Mais revenons-en à notre serveur qui est en train de prendre vie devant nos yeux. Là, je suis en train de mettre les rails qui vont permettre de racker le serveur à proprement parler dans un rack serveur. Je vous fais voir à quoi ça ressemble en vrai. Ce système de glissière permet de pouvoir sortir le serveur de son logement dans l'armoire, un peu comme un tiroir, pour pouvoir intervenir dessus sans avoir à le sortir complètement. On le tire, on l'ouvre sur le dessus, car les capots des serveurs s'ouvrent sur le dessus, on intervient et ensuite on n'a plus qu'à tout refermer et à repousser le rack comme un tiroir. Afin de ne pas arracher les câbles, on peut également rajouter à l'arrière du serveur un bras, qui sert à accompagner les câbles lorsque l'on sort le serveur de son rack. Grâce à ce système, il est même possible de pouvoir sortir un serveur alors même qu'il est allumé. Bon, c'est vraiment pas conseillé de faire ça. Allez, je suis en train de mettre les dernières briques. Il s'agit du bezel. Il n'a pas que pour but d'être joli, il sert aussi de protection anti-vol. En effet, grâce à un câble anti-vol que l'on vient fixer dessus, il verrouille l'accès aux disques qui sont en façade. Et le voilà enfin terminé. Est-ce qu'il n'est pas mignon tout plein ? Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Donc on arrive à la fin du montage de ce serveur Proliant de chez HPE. Franchement, je trouve que c'est un super goodies. Il est vraiment très très joli. Ça fait un très très beau objet de décor et que vous allez du coup revoir dans ma déco petit à petit qui va se construire au fil des vidéos. Et je le trouve quand même plutôt bien fait dans l'ensemble. On reconnaît vite fait ici les processeurs. Là, on imagine que c'est donc la RAM qui est ici. Les ventilos et derrière le bezel se trouvent les caches disques mais qui ne sont pas du coup dans ce Lego. Bon, le Lego est pas très très grand non plus, donc on peut pas non plus mettre tous les détails d'un serveur, mais ça reste un super objet de déco. Vraiment, bravo HP pour ce goodies. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à partager cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu ne louperas pas les prochaines sorties vidéo et on va notamment faire des vidéos sur l'impression 3D. On va faire des vidéos où on va construire d'autres trucs et pas que des Lego, notamment une petite pelleteuse. On va également tester des consoles de jeux rétro. On a tout un tas de choses à faire ensemble. Alors surtout pour ne rien louper,
abonne-toi.